travail est-il nécessaire à l'homme? Mais oui, c'est évident que c'est nécessaire le travail. Enfin, que voudriez-vous faire à la place? Mais non! Tu rigoles, j'espère. Arrêtez de travailler, c'est ce que j'attends depuis que j'ai signé mon contrat. Le travail est une activité productrice de valeur d'usage qui nécessite un effort prolongé et qui peut être effectué en échange, en contrepartie d'un gain. Ou bien on considère que le travail cherche à répondre à des besoins vitaux, et dans ce cas-là on pourrait imaginer une société sans travail, une société post-travail. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit risque quand même d'oisiveté? Ou bien le travail correspond à un besoin plus profond de l'homme, si on considère qu'une société sans travail correspond à réduire quelque chose de l'humanité de l'homme. Mais alors on n'arrive pas à expliquer la raison pour laquelle il y a cette souffrance et cette peine qui sont rattachées au travail. Première grande partie, le travail semble accomplir la nature humaine. Le travail a toujours été effectué dans le but d'obtenir des biens pour notre vie. C'est donc un rapport entre l'homme et la nature. Allez d'une heure, frérot, bêche davantage. On a besoin de survivre. Il nous faut manger des patates jusqu'à la fin de l'année. Travailler consiste à utiliser une force pour transformer une matière naturelle. En physique, par exemple, tout changement de matière se produit sous l'effet d'une force. On peut parler de travail intelligent pour trois raisons. À la différence des animaux, l'homme au travail pose un acte délibéré. Je déclare aujourd'hui solennellement que je veux bêcher. Car il faut bêcher pour vivre et non point vivre pour bêcher. Il y a la médiation de l'outillage. Ça se voit pas mais j'avance mec, j'ai trouvé ça dans le fond du jardin. Ça pourrait peut-être te servir, non? Ah, pourquoi pas, tiens. Ah, pas mal. Il y a aussi un caractère progressif du travail. On pourrait même parler d'une transformation de l'homme par le travail. Le progrès est permis par l'apprentissage. L'apprentissage se définit comme étant la transformation d'une faculté en disposition acquise. C'est le passage de dynamis En puissance à exis, en acte. L'apprentissage se fait par répétition et l'homme a besoin de tout apprendre. Pour Hegel, dans les Principes de la philosophie du droit écrit en 1820, l'homme transforme la nature, mais il transforme aussi le but du travail en inventant des besoins qui ne sont pas vitaux. Et c'est ce qu'il appelle le processus de raffinement. Pour lui, il s'agit d'une émancipation de l'homme vis-à-vis de la nature qui lui permettrait de sortir de l'état de la sauvagerie. La sauvagerie revient pour Hegel à laisser sa spiritualité enfoncée dans la nature. Pour Marx, l'homme est le résultat de son propre travail. Il pense que la nature humaine n'est pas donnée une fois pour toutes, mais qu'elle est en devenir. Sartre disait « L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait ». Marx est donc en opposition avec les naturalistes qui pensent que ce qui change ce sont les individus mais que la nature humaine demeure. Pour Marx, l'histoire est la véritable histoire de l'homme. Pour lui, le travail est l'essence de l'homme. Et la pénibilité ne vient pas du travail en lui-même, mais des conditions aliénantes de son exercice. C'est-à-dire ici du mode de production capitaliste. Deuxième grande partie, le travail aliéné. À la suite de Hegel, Marx va distinguer liberté abstraite et liberté concrète. La liberté abstraite, enfin, c'est le simple pouvoir subjectif de choisir. Alors que la liberté concrète, c'est le fait de répondre à ses désirs, de les rendre effectifs. Et pour Marx, c'est dans la liberté concrète
que l'on va universaliser sa subjectivité. En droit, le produit du travail appartient au producteur. L'activité du travail permet au travailleur de s'exprimer. L'homme doit jouir de sa liberté concrète par son travail. Mais en réalité, le produit du travail n'appartient pas au travailleur, mais au propriétaire des moyens de production. Il n'y a pas d'auto-expression. Et cela ne pousse pas à l'universalisation. Troisième grande partie, travail et loisirs. Hannah Arendt propose une critique de Marx. Elle lui reproche d'avoir idéalisé l'homme au travail. Pour elle, la vie moderne a inversé non seulement l'ordre entre vie active et vie contemplative, mais aussi l'ordre au sein même de la vie active. Les trois activités de la vie active, le travail, l'œuvre, l'action, ont été assimilées au travail. Joseph Pieper, dans Le loisir fondement de la culture, ouvrage écrit en 1947, va défendre la thèse de Hannah Arendt. Tout est vu, semble-t-il, à travers le prisme du travail. Je confirme. Pieper propose un prisme totalement différent, celui du loisir. Ah oui, effectivement. Oh, épatant. Les gens dans la société actuelle considèrent le repos comme une récupération de force pour mieux travailler ensuite. L'activité, c'est la fin du repos. Or, le problème est là. On a inversé les finalités. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, disait « Car nous ne nous adonnons à une vie active qu'en vue d'atteindre le loisir. » Alors, qui avait raison? Le travail est bel et bien nécessaire. Non, déjà non, je suis désolé, pas du tout. Enfin, bien sûr que si, tu n'as pas écouté la première partie. Enfin, c'est toi qui n'as pas écouté la deuxième. Mais tu te souviens même pas de ce que Marx disait. Enfin, voyons, tu me traites de ce que je te traite alors que tu me fais traites comme d'un ça, peu c'est pas possible de se pas écouter et après de dire qu'on connaît la vérité. Enfin, tu commences à m'amuser tout ça. Sur ce, je vous laisse réfléchir et j'espère que j'ai pu vous éclairer.